Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de 22h ce soir. Le projet de loi sur la moralisation de la vie politique suffira-t-il à atténuer l'onde de choc de l'affaire Cahuzac? L'exécutif l'espère, mais l'opposition maintient la pression sur le gouvernement. Ambiance survoltée à l'Assemblée cet après-midi, extrait dans ce journal. Y a-t-il un débat sur la rigueur au sein de l'équipe de Jean-Marc Ayrault après les sorties médiatiques des ministres Montebourg, Duflot et Hamon contre l'austérité? Le président Hollande a opposé une fin de non-recevoir au trio ministériel, affirmant qu'il n'y aura aucun changement de cap. Mais le débat est-il clos pour autant? On en parle avec notre club d'éditorialistes du mercredi soir. Après le vote sur le mariage pour tous hier, le Sénat a donné son feu vert aujourd'hui à l'adoption par les couples homosexuels. Nous ferons un détour ce soir par l'hémicycle avec Delphine Gérard pour faire un point sur l'évolution des débats. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. La transparence a ses limites. François Hollande en convient. Il ne s'agit pas d'exhiber et de mettre en cause. Avant de détailler son projet pour la moralisation de la vie politique, le président a tenu à préciser que l'affaire Cahuzac ne doit pas jeter le discrédit et le soupçon sur l'ensemble des élus qui sont nombreux à craindre les amalgames. On écoute sur ce sujet François Hollande. La défaillance d'un homme ne doit pas jeter le discrédit, le soupçon sur les élus qui se dévouent pour le bien public sans en retirer le moindre avantage. Il ne s'agit pas d'exhiber, il ne s'agit pas de mettre en cause, il s'agit pour les Français d'être sûrs que ceux qui les gouvernent, ceux qu'ils ont élus, ceux qui sont responsables des deniers publics puissent, pendant la durée des mandats qui leur ont été confiés, ne pas connaître d'enrichissement. Et dans un entretien à paraître demain dans le Figaro, le président de l'Assemblée nationale se dit opposé à la publication du patrimoine des élus. Claude Barthelone estime que cela s'apparente à du voyeurisme. La dérive individuelle de Jérôme Cahuzac ne doit pas déboucher sur une culpabilité collective, affirme-t-il. Alors à peine annoncé, à peine critiqué, l'arsenal de François Hollande pour lutter contre la délinquance financière a été sans surprise jugé inefficace et insuffisant par la droite. Les socialistes y voient au contraire dans leur très grande majorité un plan ambitieux et courageux. Au programme, la création d'une haute autorité chargée de contrôler le patrimoine des ministres et des élus, la mise en place d'un parquet financier ainsi qu'une grande mobilisation contre les paradis fiscaux. Les détails avec Julie Hulin. Une troisième intervention télévisée en 15 jours, un ton solennel. Ce midi, à l'issue du Conseil des ministres, François Hollande a voulu asseoir son autorité en annonçant lui-même une série de mesures fortes. Premier volet, la transparence de la vie publique, avec la création d'une haute autorité indépendante pour contrôler le patrimoine et les intérêts des ministres, parlementaires, certains grands élus et hauts fonctionnaires. Dès lundi, le patrimoine de tous les ministres sera rendu public. De plus, à l'avenir, les parlementaires ne pourront plus cumuler leur mandat avec certaines professions où il pourrait y avoir conflit d'intérêts. Deuxième volet, la lutte contre la délinquance économique et financière, avec la création d'un parquet à compétence nationale sur les affaires de grande corruption et de grande fraude fiscale. Un office central de lutte contre la fraude et la corruption sera également constitué pour regrouper les moyens existants. Enfin, les sanctions en matière de fraude fiscale seront renforcées pour les élus avec une possibilité d'inéligibilité temporaire, voire définitive. Dernier volet, la lutte contre les paradis fiscaux. Les banques françaises et les grandes entreprises devront désormais déclarer leurs filiales partout dans le monde et seront considérés comme paradis fiscaux tous les pays qui refuseront de coopérer pleinement avec la France. Le projet de loi sera présenté au Conseil des ministres le 24 avril et déposé ensuite au Parlement.
Et avec ces annonces, le président espère atténuer l'onde de choc de l'affaire Cahuzac. Mais quelques heures après son intervention, depuis l'Elysée, à la sortie du Conseil des ministres, la pression est montée d'un cran. À l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition criaient à la démission de Jean-Marc Ayrault, tandis que Bernard Cazeneuve rappelait à l'UMP l'affaire Karachi. Mais tout a commencé quand le Premier ministre a fait allusion aux propos de Christian Jacob, le patron des députés UMP, qu'il a traité hier de repris de justice. Regardez. Mesdames et messieurs les députés, les présidents de groupe, je vous recevrai demain. Même monsieur Jacob, je le recevrai pour lui demander ce qu'il est capable d'accepter, jusqu'où il est capable d'aller pour faire reculer la délinquance financière et assurer la transparence. S'il vous plaît, la parole est à monsieur Patrick Ollier. Allez. Il est inacceptable que vous parliez dans ces termes de notre président de groupe, Christian Jacob. Inacceptable. Un journaliste d'investigation, avec peu de moyens, a réussi à débusquer un ministre et un mensonge. Et vous allez nous dire qu'avec les services de l'État, vous n'avez pas été informé, vous n'étiez pas au courant. La parole est à monsieur Bernard Cazeneuve, ministre délégué chargé du budget. Merci pour votre question. Et merci surtout de saluer le travail de la presse sur l'affaire Cahuzac et notamment du journaliste qui a engagé ses travaux, parce que c'est le même journaliste qu'il y a de cela quelques années enquêtait sur un certain nombre d'affaires, et à l'époque vous le qualifiez de représentant de la presse fascisante. Lorsque j'ai souhaité comme parlementaire dans cet hémicycle faire toute la lumière sur l'affaire Karachi, eh bien à ce moment-là, vous avez interdit la création d'une commission d'enquête parlementaire. Voilà votre conception de la transparence, voilà votre conception de la vérité. Alors quand on a de telles pratiques, on s'abstient de donner des leçons. Et comme tous les mercredis, j'accueille le club d'éditorialistes du 22h avec ce soir Philippe Gouliot. Bonsoir Philippe. Bonsoir chef Sonia. du service politique du Figaro. Michel Noblecourt, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, éditorialiste au Monde, notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Sonia. Et Frédéric Dabi, bonsoir. Bonsoir Sonia. Directeur général adjoint à l'IFOP. Alors messieurs, après l'arsenal présenté par le président Hollande, la pression politique et la fièvre ambiante ne retombe pas, au contraire, on vient de le voir à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui pourrait redonner, Philippe, un peu d'air à l'exécutif ? Alors là, pour l'instant, on ne voit vraiment pas, parce que c'est vrai que les mesures qu'annonce Hollande, ça risque d'être quand même assez lourd, et effectivement, ça n'a pas produit l'effet escompté pour le moment. Alors on va voir, parce que c'est des choses qui vont s'étaler dans le temps. Une des choses qui évidemment trouble le plus, c'est la publication des patrimoines des parlementaires et des élus, des ministres. Alors pour les ministres, ça va se faire. Apparemment, ils y seront bien obligés, en espérant qu'ils seront honnêtes. Pour les parlementaires, on voit bien qu'il y a des oppositions de tous bords, à droite, à gauche. Claude Barthelone le dit clairement, il voit du voyeurisme dans la publication. Il est d'accord pour une haute autorité, mais pas pour la publication des patrimoines. Donc on sent quand même que là, il y a une poche de résistance extrêmement importante. Alors que peut faire Hollande, à part avoir des bons résultats économiques? Franchement, dans l'immédiat, on ne le voit pas. Sur Claude Barthelone, justement, Michel Noblecourt, c'est un contre-pied à ce que vient d'annoncer François Hollande concernant le patrimoine des élus et leurs déclarations. Je pense que depuis quelque temps, Claude Barthelone fait entendre sa petite musique. Hein. C'est pas tout à fait une nouveauté. Il avait fait entendre sur les 3% déjà il y a quelques mois. Il l'a fait entendre sur différents sujets, ce qui ont amené à se dire que peut-être que c'était un homme qui se positionnait comme un candidat possible à Matignon pour succéder à Jean-Marc Ayrault le jour où la question se posera, ce qui à mon avis n'est pas tout à fait le cas. Il en a très envie, oui, en tous les cas, lui. Il donne l'impression d'en avoir très envie. Donc il continue à cultiver un petit peu sa différence, sa singularité. Après, effectivement, c'est la question qui sera certainement à débattre. Effectivement, faut-il rendre la haute autorité, c'est très bien. Faut-il aller jusqu'à rendre public, mettre sur la place publique tous les patrimoines des élus? Donc vous dites ce soir, il n'a pas tort, Claude Barthelone, ça ne doit pas tourner à l'exhibitionnisme. On va bientôt classer d'ailleurs par ordre le patrimoine des ministres, des élus, les comparer, les sous-peser. On fera des infographies avec toute la richesse des uns et des autres. La transparence est nécessaire. La transparence est nécessaire. Je pense qu'on ne peut pas reprocher
à François Hollande de vouloir faire une opération, je ne veux pas dire une opération main propre, parce que ça serait mal reçu, une opération vérité. Je pense que ça va dans le bon sens, et je pense que du côté de l'opinion, c'est les réactions de l'opinion qu'il faudra attendre, parce que la défiance vis-à-vis de la classe politique, comme on dit, est tellement élevée, et elle était déjà avant l'affaire Cahuzac, qu'effectivement, il faut voir si ce type de signaux peut effectivement avoir un effet sur son attitude. Frédéric Dabi, qu'en pensent les Français? Est-ce qu'ils se disent, s'il y a une brebis galeuse dans un troupeau, pardon de parler ainsi du gouvernement, c'est tout le troupeau qui est composé de brebis galeuses? Alors, je ne dirais pas ça du point de vue de l'opinion publique. Nous avions testé avec le JDD dimanche différentes propositions, celles annoncées mercredi dernier à la sortie du Conseil des ministres par François Hollande, et l'opinion approuvait massivement à 76%, par exemple, la publication des déclarations de patrimoine, et sans clivage gauche-droite. C'était une des premières mesures annoncées par François Hollande depuis le début du quinquennat, qui ne faisait pas l'objet de ce prisme terrible et qui scande les 12 premiers mois du quinquennat, qui est une droite vent debout et une gauche qui est en soutien modéré. Mais le souci sur les mesures qui ont été annoncées, c'est plutôt le décalage flagrant entre l'agenda du gouvernement, ces mesures, et ce qu'attendent les Français. Quand François Hollande annonce toute une série de mesures, il s'adresse aux Français, mais ces mesures sont dirigées au personnel politique. Et là, l'affaire, je dirais, Cahuzac a réactivé le doute des Français sur l'intégrité du personnel politique. Dans ce même sondage, on voyait que c'était d'abord toute l'image du personnel politique qui était touchée. Mais les Français, malgré l'affaire Cahuzac, ne sont pas sur un registre du tous pourri. Ils sont plutôt sur un registre du tous impuissant, tous dans l'incapacité de résoudre la crise. Et le président Hollande, qui parle de ces questions de moralisation qui intéressent les Français, je suis quasiment persuadé que si un sondage, à Dieu ne plaise, est réalisé, on aura une forte approbation des différentes mesures qui ont été testées, mais pendant ce temps-là, on ne parle pas de ce qui est au cœur de l'angoisse sociale des Français, qui est l'aggravation de la crise, le chômage, et de ce point de vue-là, je pense qu'on parle de l'onde de choc Cahuzac. L'onde de choc, si à la fin de l'année, l'inversion de la courbe du chômage n'est pas, ne serait-ce qu'entamée, sera pour François Hollande infiniment plus fort que l'affaire Cahuzac. Jean-Luc Gombault. Oui, 67% des Français donc sont pour une moralisation politique. On ne voit pas pourquoi ils seraient contre la morale. Enfin, cette affaire est mal emmanchée parce qu'elle part sans méthode. On parle de moralisation de la vie politique, mais qu'est-ce que ça signifie exactement? En plus, la publication des patrimoines est assez surprenante. Parce que qu'est-ce que ça prouve? Ça ne prouve rien. Ça prouve, est-ce qu'on veut démontrer que plus vous êtes pauvre, plus vous êtes un bon député, par exemple? Qu'est-ce que prouve l'inégalité patrimoniale entre les députés? Ça ne prouve absolument pas la malhonnêteté ou l'immoralité. L'idée, c'est peut-être de suivre s'il y a un enrichissement ou pas tout au long d'un mandat, c'est peut-être plus important. Oui, alors effectivement, mais comme l'a dit, je crois, Jean-François Copé, ça n'aurait pas évité l'affaire Cahuzac. Ça n'aurait pas du tout évité l'affaire Cahuzac. Une mesure... Comment jugez-vous cet arsenal? Est-ce qu'il est lourd, sérieux, courageux? Est-ce qu'il y a des mesures qui sont vraiment... Dans les mesures qu'a proposées M. Hollande et ce qui est de ma partie, il y en a une qui est originale, mais je ne vois pas très bien où ça va aller. C'est lorsqu'il demande la publication de toutes les filiales des banques françaises sur l'ensemble de la planète. Aujourd'hui, les banques doivent publier le nom des paradis fiscaux dans lesquels elles sont implantées. Le problème, c'est que la définition des paradis fiscaux n'existe pas, en réalité, et il y a une liste de paradis fiscaux officielles françaises qui sont au nombre de 8, qui sont des territoires, si je vous les nommer, sont pratiquement inconnus. Sarkozy, qui voulait nous faire croire qu'il n'y avait plus de paradis fiscaux, rappelez-vous, en avait donc enlevé 11 de sa liste. C'est la fin des paradis fiscaux. Donc il n'en reste plus que... 2009. En 2009. Oui, c'est ça. C'est une loi de 2008, de juin 2008, et qui avait demandé aux banques de publier. Alors là, il va plus loin, puisque ce n'est pas seulement dans les paradis fiscaux, c'est-à-dire la liste française officielle des paradis fiscaux, donc au nombre de 8, mais sur l'ensemble des territoires. Seulement, ce qui est intéressant, c'est de voir que la semaine prochaine, le Parlement européen votera la même mesure. Donc de toute façon, que François Hollande ait décidé ou pas, ça allait se faire de toute façon. Michel Noblecourt, cette affaire, ce scandale Cahuzac a aussi braqué, jeté une lumière crue sur le Parti socialiste. Est-ce que c'est le maillon faible du président? Et où est passé Harlem Désir? C'est une bonne question, oui. Je pense que le Parti socialiste, effectivement, aujourd'hui, est un parti qui est inaudible.
alors même que François Hollande aurait besoin d'avoir, comme on dit, un peu un bras armé à côté de lui, dans la mesure où il a un gouvernement qui n'est pas toujours en très grande cohérence, il a une majorité parlementaire qui n'est pas véritablement social-démocrate, comme il l'est lui-même. On l'a vu dans différents débats. Donc il devrait pouvoir s'appuyer sur un parti, je dirais, en ordre de marche. Or, c'est pas du tout le cas. Quel est le bilan de santé de ce parti? Je crois que vous avez parlé dans un édito d'une maison morte. D'une maison morte, j'ai repris un peu le diagnostic qu'avait fait Bernard-Henri Lévy en 2009, qui à mon avis à ce moment-là était quand même assez erroné, parce que le Parti socialiste après a gagné un certain nombre d'élections, dont l'élection présidentielle et les élections législatives. Mais aujourd'hui, je pense que finalement Bernard-Henri Lévy, c'était juste un diagnostic prématuré. Et donc on est en train de vérifier qu'on a un parti, on ne voit pas bien la direction. On voit pas bien ses orientations, on voit pas bien ce qu'il apporte au président de la République, qui du coup, je trouve, se trouve quand même un peu seul. Oui. Philippe Gouliot, il a l'air un peu, pardon de l'expression, à côté de ses chaussures, Harlem Désir, dans ce débat, avec sa proposition sur le référendum. Ah oui, ça, alors là, vraiment, ça... C'était incroyable dans ce contexte de proposer cette idée, parce qu'on sait qu'on ne répond pas à la question, mais on répond à celui qui la pose. Non, on ne répond jamais à la question, et puis d'ailleurs, on a bien vu, là, par exemple, même en Alsace, enfin, le référendum alsacien est rejeté, c'est le moment qu'il choisit pour annoncer ça. Non, ça, c'était assez incroyable, assez absurde, en fait. Effectivement. C'est une victime collatérale dans cette affaire, peut-être? Je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a une faiblesse intrinsèque du PS. Alors, c'est pas facile d'être le parti au pouvoir et de dire finalement d'être transformé en béni oui, tout ce que fait le gouvernement est bien. Mais de là à ne rien dire et à ne rien proposer, à ne rien faire finalement. C'est un rôle que François Hollande avait su assumer pendant la cohabitation, quand Lionel Jospin était Premier ministre, qu'il est devenu premier secrétaire. Absolument. Il s'en est plutôt bien sorti. La conjoncture économique n'est pas la même aussi. Donc c'était plus facile à l'époque. Oui, mais ça n'empêche que quand même il pourrait y avoir des choses, il pourrait se passer des choses. C'est vrai qu'on l'entend peu, on le voit peu. La maison fantôme. Alors il y a je ne sais plus comment ils appellent ça, des ateliers d'alternance, du changement, pas de l'alternance, pardon, qu'ils font en province. L'alternance, c'est qu'il organise ça, oui. Alors, monsieur, ce projet de moralisation de la vie politique, c'est un peu un feuilleton, parce qu'on va rappeler que lundi, il y aura la publication de patrimoine de tous les ministres. Ensuite, il y aura les consultations de Jean-Marc Ayrault, qui reçoit les présidents de groupe demain. Il y aura le projet de loi, c'est le 24 avril, le vote, les débats au Parlement au final. Est-ce que vous pensez que François Hollande pourra faire oublier un peu le péché originel, la faute de Jérôme Cahuzac, ou est-ce que son quinquennat est marqué au fer rouge par ce scandale, Frédéric Dabi? Je ne pense pas. Personne ne peut dire si son quinquennat, si cet acte, l'affaire Cahuzac, est l'acte lourd de son quinquennat, comme le bouclier fiscal a été le péché originel du quinquennat Sarkozy. On est sur deux affaires complètement différentes. C'est vrai que là, il propose toute une série de mesures pour clore très vite la parenthèse Cahuzac et en faire un élément isolé, le déescaliser, si je puis dire. Mais il doit, je pense, absolument revenir sur les fondamentaux des attentes des Français, qui sont, même si les marges de manœuvre sont très très faibles, même si la croissance va être famélique, les moyens d'essayer de résoudre la crise économique et sociale et de préparer le mieux la France à la sortie de crise. C'est sur ça que les Français attendent François Hollande. Ils l'attendent, selon moi, très peu sur les questions sociétales. Alors, l'IFOP fait un sondage juste avant son intervention télévisée. C'est les 4 premiers sujets sur lesquels il est attendu: emploi, pouvoir d'achat, déficit et dette. 3 sujets économiques et sociaux. La transition est toute trouvée. La question ce soir, y a-t-il un débat sur la rigueur au sein de l'équipe de Jean-Marc Ayrault après les sorties médiatiques des ministres Montebourg, Duflot et Hamon contre l'austérité? Le président Hollande a opposé aujourd'hui une fin de non-recevoir au trio ministériel, affirmant qu'il n'y aura aucun changement de cap. On l'écoute. Aucun ministre du gouvernement ne peut remettre en cause la politique qui est conduite, qui n'est pas l'austérité. C'est en étant capable de mobiliser les Français sur un cap, compris par tous, comme étant celui du redressement, que nous pourrons réorienter l'Europe. Parce que c'est vrai, l'Europe, elle connaît dans beaucoup de pays l'austérité. Le sérieux, c'est le cap. La croissance, c'est l'objectif. L'emploi, c'est l'exigence. Cette politique, elle a été fixée, je n'en changerai pas. Pas de changement de cap, pas de changement de politique, dit François Hollande. Jean-Louis Gombault, est-ce que pour autant le débat est clos, circulé, il n'y a rien à voir? Le débat est peut-être clos au gouvernement, mais il n'est pas clos en France.
quand on parle aux gens. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que tout le monde veut profiter quelque part de la fragilité dans laquelle se trouve le président de la République, y compris dans sa propre équipe. C'est un peu la nature humaine, ça. Oui, peut-être, mais enfin, ça fait bizarre quand même de voir des ministres qui brusquement, qui ont leurs idées, parce que M. Montebourg, on connaît très bien ses idées. C'est un homme qui a quand même une certaine réflexion personnelle. Et brusquement, il dit, ah ben c'est le moment d'y aller, il est affaibli. Ça, c'est ça qui était. C'est-à-dire qu'il aurait fait ça il y a 2 ou 3 mois, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Donc profiter de l'affaiblissement du chef pour pouvoir essayer de faire passer un message qu'on n'a pas jusqu'à présent réussi à faire passer, c'est quand même quelque chose qui n'est quand même pas, que je n'inscrirai pas dans le cadre de la morale en politique. Philippe Gouliot, mais comment, en l'espace de 24 heures, 3 ministres ont fait de telles déclarations, remettant en cause la rigueur actuelle et donc quelque part les fondements de la ligne social-démocrate du couple Hollande-Hérault, sans y être autorisé? Mais oui, on et peut puis surtout, l'imaginer? ben non, ils l'ont fait, mais c'est vrai que moi j'avais cru comprendre que Hollande allait dire à ses ministres turbulents que voilà, il fallait se taire. Le prochain, c'était Laporte. Oui, le prochain, c'était Laporte. Et au fond, là, je trouve qu'il s'affaiblit en ne prenant pas de sanctions contre ces ministres indociles. Parce que c'est vrai que là, on touche à quelque chose de très important. C'est pas une petite mesure technique. C'est l'ensemble de la politique qui le remet en cause. Or, François Hollande le dit et le répète, je ne changerai pas de cap. On vient de le voir sur ces images. Il le dit avec fermeté. Et le fait que des ministres, y compris 2 ministres qui sont à Bercy, Montebourg et Hamon, contestent cette ligne, je pense que ça fragilise complètement la position de François Hollande. Donc je pense qu'il aurait dû faire acte d'autorité. Mais évidemment, le moment pour remanier n'est peut-être pas le meilleur. Voilà. C'est vrai que ça le fragilise, mais c'est pas complètement nouveau, même pas du tout nouveau quand la gauche est au pouvoir. Dans les années Bérégovoy, il y avait 2 lignes au gouvernement sur le franc-fort ou pas. Encore plus loin, il y avait les fameux visiteurs du soir qui incitaient François Mitterrand contre Pierre Mauroy à sortir du système monétaire européen. Ce qui est par contre nouveau, c'est que ça s'exprime de manière ouverte dans les médias. Et là, c'est vrai que ça joue sur l'autorité et la cohérence du gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Mais Michel Noblecourt, l'entretien d'Arnaud Montebourg au Monde, est-ce que selon vous, c'est une saillie de plus, un effet de manche improvisé, ou est-ce que c'est une offre de service pour un poste de Premier ministre? Parce qu'il n'y a pas que Claude Barthelone qui est sur les rangs. Je ne pense pas qu'Arnaud Montebourg puisse imaginer qu'il va devenir Premier ministre. Je pense que c'est une hypothèse qu'on peut tout à fait exclure dans le cas où Jean-Marc Ayrault serait remplacé. Non, je pense que c'est peut-être quelque part un ballon d'essai. Hein. Il peut aussi servir de ballon d'essai puisqu'il s'est entretenu longuement avec François Hollande pendant le week-end, donc avant cet entretien. Moi, je crois que il y a un certain nombre de ministres, notamment les 3 que vous avez cités, qui essayent de porter le débat au niveau européen. Donc je pense qu'il y a essayer de déplacer le débat au niveau européen en s'appuyant finalement sur des propos que François Hollande a tenus le 28 mars, puisqu'il a déclaré le redressement, je suis d'accord en Europe, mais l'Europe ne doit pas être une maison de redressement. Et il a parlé d'une pression amicale sur l'Allemagne. Donc c'est des propos qui pouvaient paraître un petit peu étonnants dans la mesure où le même François Hollande a accepté un budget européen 2014-2020 en baisse, alors même que le Parlement s'apprêtait à le rejeter, ce qu'il a fait du reste, le Parlement européen. Et donc on aurait pu imaginer qu'il saisisse l'occasion de ce Conseil européen, peut-être pas pour renverser la table, mais pour marquer effectivement une différence avec des politiques d'austérité qui sont mises en œuvre dans un certain nombre de pays d'Europe, et donc il aurait pu obtenir le soutien de ces pays, du reste être un peu leur... Où en est-on de ce débat en Europe? Parce que les États-Unis, eh bien, ils prônent, ils militent pour une politique de relance en Europe, mais est-ce que Mme Merkel ne fait pas un peu la sourde oreille? Alors Mme Merkel fait la sourde oreille comme M. Kohl avait fait la sourde oreille aux appels américains, car c'est fréquent, c'est-à-dire que très fréquemment, régulièrement, vous parliez des débats en France, mais il y avait régulièrement dans le G7, G8, il y a des débats pour dire l'Allemagne est forte, elle doit ouvrir, elle doit relancer sa croissance, elle doit abandonner son sérieux. Parce que lorsque les Américains parlent de l'Europe, c'est évidemment de Mme Merkel. Alors, est-ce qu'il y a un débat en Europe? On le voit dans la campagne électorale allemande. M. Steinbrück essaie de gauchir, lui qui avait quand même couvert les fameuses... Hein? Il a du mal à gauchir. Oui, mais il le fait quand même. Il essaie de gauchir son discours. Donc, le débat doit avoir également lieu en Allemagne. Mais penser que l'Allemagne
et elle n'est pas d'ailleurs toute seule, il y a l'ensemble des pays nordiques, parce qu'en fait c'est nord-sud, puisque Allemagne, Europe, puissent infléchir ou permettre, autoriser un infléchissement significatif de la politique européenne dans le cadre de la crise actuelle, est une parfaite utopie. Ce n'est pas envisageable pour le moment. Donc le débat est clos en tous les cas sur la scène européenne. Le débat est clos sur la scène européenne, non, parce qu'il y a les peuples, mais au sein du rapport de force entre les gouvernements, il ne peut pas y avoir d'infléchissement significatif de cette politique de rigueur en Europe. Un des problèmes aussi quand même de François Hollande, c'est que ce qu'ont exprimé ces trois ministres, ça trouve beaucoup d'écho au PS. Et on peut penser, il paraît que mardi soir au Bureau national, c'était à gauche toute. Et on peut penser aussi que samedi au Conseil national du parti, et l'un des ça va députés chauffer. socialistes, Jérôme Gage, a dit que ce n'était pas la peine de mourir guéri. Voilà, exactement. Alors, messieurs, et ça, c'est une ligne qui effectivement est très Comme tous les mercredis, la revue de presse à présent de vos hebdos à retrouver demain dans vos kiosques. On va les regarder ensemble. Le Point qui titre sur Pépère est-il à la hauteur? Pépère, c'est le surnom que donneraient certains conseillers à François Hollande. C'était le canard enchaîné qu'il avait rapporté, déclenchant ainsi, paraît-il, la colère froide du président. Votre avis sur cette une qui a trait à l'autorité du chef de l'État, sa capacité à mener le pays et les réformes? Vulgaire. Vulgaire. Michel Noblecourt. Je dirais la même chose. Je pense que ce Hollande bashing est en train de prendre une tournure particulièrement vulgaire qui me paraît tout à fait inadapté, inapproprié. Oui, tout cela ne peut qu'agrandir la distance déjà grande entre représentants et représentés. On est à un an d'une élection importante, des élections municipales, où, comme en 2008, un record d'abstention est peut-être envisageable. Puisque vous parlez de Hollande bashing, on en avait parlé dès hier, la une de l'Express n'est pas plus tendre, au contraire, avec ce titre. Monsieur faible, là, on est carrément dans l'affirmation. Votre avis, Jean-Luc Bigot? Mon avis, c'est connaît la phrase de François Giroud qu'on ne tire jamais sur une ambulance. Et en réalité, c'est toujours l'inverse, quoi. On ne tire pratiquement que sur les faibles, quoi, Alors, le Nouvel Observateur s'intéresse de manière plus générale à la gauche, piégée par l'argent. Qui savait quoi? Le jeu étrange de François Hollande dans l'affaire Cahuzac, c'est à découvrir demain dans votre hebdo. Puis enfin, on va quitter nos frontières pour voir ce qu'en pense le Financial Times, article traduit dans Courrier International ce soir, sur François Hollande, monarque en danger. Selon le journal, le président ressemble de plus en plus à un Louis XVI des temps modernes, ce roi guillotiné par les révolutionnaires. Non, vulgaire aussi. Non, là c'est pas vulgaire, mais on a l'impression quand même qu'ils connaissent pas les institutions de la Ve République, qui assurent quand même une certaine stabilité, qui donne au président de la République la capacité de durer et d'essayer de surmonter les difficultés. Je crois pas que François Hollande, on puisse dire qu'il perd la tête. Non. Pourvu que c'est dur. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été nos invités ce soir. La suite du 22h avec à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé par Mounir Soussi. La décentralisation passe au rattrapage. Une semaine après avoir été retoqué par Jean-Marc Ayrault, le texte a été scindé en 3 pour calmer la fronde des élus. Ce que nous attendons des collectivités territoriales, à qui le président de la République et le Premier ministre font un geste de confiance avec ce projet de loi, c'est qu'ils soient encore plus efficaces qu'ils le sont aujourd'hui pour développer l'emploi et donner la priorité à la jeunesse et à la solidarité des territoires. Le premier volet de la loi concernera les métropoles, un autre s'intéressera à la répartition des compétences entre régions et départements, et un dernier se penchera sur la gestion des intercommunalités. Le premier texte arrivera au Sénat le 27 mai. Après 2 refus de Bruxelles, Bernard Arnault jette l'éponge et stoppe ses démarches pour devenir belge. La révélation de son intention d'obtenir cette nouvelle nationalité avait ouvert une forte polémique il y a 7 mois, en plein débat sur l'exil fiscal. Le patron de LVMH, deuxième fortune de France avec 22 milliards d'euros, répète qu'il ne cherchait pas à fuir le fisc. Bernard Arnault souhaite tourner cette page pour se concentrer sur le développement de son entreprise. Le Sénat poursuit ses auditions dans le cadre de la commission d'enquête sur l'efficacité de la lutte contre le dopage. Aujourd'hui, le directeur du Tour de France était entendu au Palais du Luxembourg. Il appelle à plus d'indépendance des organismes de contrôle. C'est absolument capital. Vous mettez 12 saints ensemble dans une salle, vous les laissez pendant quelques années, il y en a forcément un qui trahit. Et il faut donc que ce soit des gens qui n'ont rien à voir avec ce monde-là, qui gèrent dans tous les pays et pour
toutes les disciplines sur la même règle. Le 24 avril prochain, c'est Didier Deschamps qui répondra à huis clos. Il sera interrogé notamment sur son passage à la Juventus de Turin dans les années 90, où à l'époque, plusieurs joueurs avaient été contrôlés positifs. Dans le dessin du jour, Delambre revient sur les investissements qataris en France. Après le Paris Saint-Germain et des Palaces, l'Émirat s'offre le printemps, une révolution pour les salariés de l'enseigne. Et puis autre actualité, le Sénat fait un grand pas vers le mariage et l'adoption par des couples homosexuels avec le vote des 2 premiers articles du projet de loi, malgré la combativité de la droite sénatoriale et de nouvelles manifestations de rue. Les opposants à cette réforme sont toujours décidés à faire entendre leur voix. Mais dans l'hémicycle, le texte progresse. On va retrouver tout de suite Delphine Girard pour le suivi des débats et de la séance. Quant à moi, je vous retrouve demain avec plaisir. Et Delphine, c'est à vous. Merci Sonia, bonsoir à tous et merci de votre fidélité sur Public Sénat. Effectivement, vous allez pouvoir suivre encore en direct ce soir l'examen du projet de loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe. Alors cet après-midi, eh bien, les sénateurs ont abordé la question de l'adoption. Ils ont d'ailleurs donné leur feu vert à l'adoption plénière, celle qui rompt le lien de filiation de l'adopté avec sa famille biologique pour les couples homosexuels, mais également l'adoption simple. Alors, comme la droite l'avait fait hier sur la question du mariage, eh bien, elle a bataillé ferme pour s'opposer à l'adoption. Les débats ont duré longtemps, les sénateurs UMP ont multiplié les prises de parole. L'argument est toujours le même pour la droite et notamment aussi pour le groupe centriste. Sachez que si l'on vote l'adoption, eh bien, pour les couples homosexuels, c'est la voie ouverte, c'est ouvrir la voie à la GPA et la PMA. Alors, face à ces critiques, eh bien, la garde des Sceaux a tenté d'apaiser les sénateurs. Vous savez bien que la GPA n'a pas été autorisée au niveau européen, a-t-elle expliqué. Il faut dire qu'elle a également tenté de calmer les esprits en disant eh bien, que la PMA fera bien l'objet d'un autre projet de loi, un projet de loi sur la famille qui est également très attendu. Alors ce soir, eh bien, les sénateurs vont siéger pendant 2 petites heures, car demain, ils vont reprendre les débats à 9h30. Ils vont entamer l'examen des articles concernant le nom de famille, mais également l'état civil. Les débats se sont légèrement accélérés en fin d'après-midi. Il faut dire que le rapporteur socialiste Jean-Pierre Michel a appelé eh bien, la droite à faciliter l'avancée des débats, car les sénateurs eh bien, voudraient terminer au plus tôt l'examen de ce projet de loi. Ce soir, il reste encore 176 amendements à examiner. Alors, pour eh bien, vous faire suivre l'examen de ce texte, toute la rédaction de Public Sénat se mobilise. On retrouve d'ailleurs tout de suite Perrine Tarnot, qui est en direct de la salle des conférences. C'est à vous. Perrine. Merci Delphine. Voilà, on avait un petit problème de caméra qui visiblement vient d'être résolu. Donc effectivement, on se retrouve salle des conférences ici au Sénat. Les sénateurs sont en train de se diriger tranquillement vers l'hémicycle du Sénat. Vous le disiez à l'instant, les débats effectivement vont sans doute un petit peu s'accélérer maintenant que les 2 premiers articles du projet de loi ont été adoptés. L'article 1 qui ouvre le mariage aux homosexuels et l'article 2 qui ouvre l'adoption aux couples homosexuels. À partir du moment où ces 2 articles fondamentaux du projet de loi ont été adoptés, eh bien, les sénateurs maintenant ont envie un petit peu d'accélérer les discussions et d'en finir avec ce projet de loi. On devrait annoncer en début de séance un vote bloqué sur l'ensemble des articles additionnels qui ont été réservés à la fin de la discussion. Ça devrait être l'annonce de la soirée. Du coup, ça accélérerait considérablement les débats avec peut-être un vote définitif sur l'ensemble du projet de loi dans la nuit de jeudi à vendredi. Voilà donc pour les différents actes de procédure qui vont se dérouler maintenant dans ce début de séance. On va entendre la sonnerie de l'hémicycle qui va sans doute retentir dans quelques instants. C'est Jean-Léonce Dupont, vice-président centriste du Sénat, qui va présider ce soir la séance. Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, a été très présent tout au long des débats ces derniers jours. Il a présidé la séance toute l'après-midi. Et donc ce soir, Jean-Léonce Dupont.
On peut noter que les sénateurs des deux côtés de l'hémicycle, à gauche comme à droite, ont été très nombreux ici au Sénat à suivre les discussions autour de ce projet de loi. C'est assez rare d'avoir autant de sénateurs dans l'hémicycle. Souvent, ils sont occupés par des réunions en commission, par différentes fonctions. Mais là, ils avaient tous envie d'être assez présents et d'intervenir sur l'ensemble du texte. Voilà, on entend la sonnerie de la séance retentir. Ça veut dire que cette séance va reprendre d'ici quelques secondes. Elle va être ouverte par le président de séance, Jean-Léonce Dupont. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, Delphine, on va effectivement revenir après l'article 2 sur les histoires autour du nom de famille et de paternité. Vous nous refaites un petit point sur ce sujet, Delphine ? Oui, effectivement. Alors les questions sont nombreuses. Il y a des amendements de l'UMP sur toutes ces questions d'état civil. Quel nom devront porter les enfants adoptés dans des couples homosexuels. Il y a aussi cette question de la transcription à l'état civil français des enfants nés à l'étranger de gestation pour autrui. Tous ces thèmes vont être abordés ce soir. Vous l'avez dit dans cette séance qui est présidée par le sénateur centriste Jean-Léonce Dupont. Alors vous m'apprenez qu'il y aura un vote bloqué. Effectivement, cela risque d'accélérer un peu les débats. Alors tout de suite, nous prenons la direction de l'hémicycle pour écouter cette séance. À tout de suite. Demain, jeudi 11 avril, le soir, des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi portant réforme de la biologie médicale. Acte est donné de cette communication. Pour le cas où le gouvernement déciderait de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transport, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire. La liste des candidats a été affichée. Je n'ai reçu aucune opposition dans le délai d'1 heure prévu par l'article 12 du règlement. En conséquence, cette liste est ratifiée. Je proclame représentant du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire. Pour les titulaires, messieurs Raymond Vall, Roland Riès, Jean-Jacques Filleul, Michel Teston, Gérard Cornu, madame Marie-Hélène Deségaux, monsieur Vincent Capo-Canella. Pour les suppléants, messieurs Pierre Kameni, Jean-Luc Fichet, madame Evelyne Didier, messieurs Ronan Dantec, Jean Bizet, Rémy Pointreau, Henri Tandonnet. Cette nomination prendra effet si monsieur le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que monsieur le Président du Sénat en aura été informé. Nous reprenons la suite de la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Dans les discussions des articles, nous sommes parvenus à l'amendement numéro 218 rectifié au sein de l'article 2. Je rappelle que nous avons 7 amendements qui font l'objet d'une discussion commune et que 2 amendements sont identiques. Pour l'amendement 218 rectifié, là, il n'est pas défendu. Le 254 est présenté par Madame Contiemo. Merci Monsieur le Président, Madame les ministres, mes chers collègues. L'Assemblée nationale a adopté un amendement ayant pour objet d'aligner entre les filiations par le sang et adoptives les règles subsidiaires de dévolution du nom de famille. En cas de désaccord ou d'absence de choix des parents, les premiers noms de chacun d'eux, accolés dans l'ordre alphabétique, seront dévolus à l'enfant. Notre commission des lois a cependant supprimé cette avancée. Pourtant, les motivations des députés étaient légitimes. Elles poursuivaient un but d'égalité entre les enfants, car à défaut de choix des parents, le maintien d'une règle d'attribution patronymique du nom de famille pour les seuls cas de filiation par le sang est susceptible d'introduire une rupture d'égalité entre les couples, suivant qu'il s'agisse d'une filiation par le sang ou adoptive. En effet, dans le premier cas, c'est le nom de famille du père qui prévaudra, alors que dans le second, le nom sera choisi dans l'ordre alphabétique. Argument contre cette harmonisation des règles de dévolution des noms de famille, on nous avance un souci de simplification et surtout un souci de préserver l'histoire familiale à travers la généalogie. Mais l'histoire n'est pas que masculine,
Les recherches généalogiques ne se réduisent évidemment pas à la branche paternelle. La branche maternelle participe aussi de l'histoire familiale. Le fait qu'il y ait plusieurs noms ne devrait pas nuire aux recherches. L'argument avancé n'est donc pas convaincant et nous vous proposons par cet amendement de revenir à la règle adoptée par nos collègues députés. Merci, cher collègue. L'amendement 149 rectifié, présenté par Monsieur Ruquier. Merci, Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, mes chers collègues, l'alinéa 3 de l'article 2 prévoit qu'en cas de désaccord des parents sur le nom de l'enfant, l'un des parents peut le signaler à l'officier de l'état civil, le cas échéant à la naissance de l'enfant. Or, la rédaction actuelle ne permet pas de savoir quel est le délai jusqu'auquel cette contestation peut être signalée et laisse même entendre que cette possibilité pourrait se faire sans limitation dans le temps après la naissance. Or, l'immutabilité du nom et la nécessaire stabilité de l'état civil requièrent de limiter dans le temps la manifestation de ce désaccord. La modification proposée permet de limiter la manifestation de ce désaccord au plus tard le jour de la déclaration de naissance ou par la suite en cas d'établissement simultané de la filiation. Il s'agit donc d'un amendement de sécurisation juridique. Merci, cher collègue. L'amendement 93 rectifié bis est présenté par Monsieur Gélard. Merci, Monsieur le Président, Madame le garde des Sceaux. Je ne suis pas convaincu du tout par la proposition de notre rapporteur sur le choix du nom en cas de désaccord des parents. Parce qu'il n'a pas prévu des hypothèses qui malheureusement existent, qui sont des hypothèses de vengeance éventuelle de l'un des parents à l'encontre de l'autre. Eh oui, ça peut exister malheureusement. Alors j'avais préparé quelque chose, mais j'en suis pas satisfait non plus. Parce que je trouve que nous sommes dans une situation très compliquée, très difficile, et que tout ce qui concerne le nom est loin d'être parfait. Et d'ailleurs, la loi que nous avons adoptée il y a maintenant plus d'une dizaine d'années est une loi imparfaite et qui ne permet pas de résoudre correctement les problèmes dans la continuité historique qu'aime tant M. Sueur, même si on change un certain nombre de concepts. Alors, je pense que nous allons vers de grandes difficultés en ce qui concerne l'usage du nom. Je ne suis pas satisfait de l'amendement du rapporteur, je ne suis pas satisfait non plus de l'amendement que je dépose. C'est la raison pour laquelle je le retire. Mais je tenais à m'exprimer et je souhaite que dans le droit de la famille que nous allons avoir à examiner, nous repensions aussi le problème du nom. Merci, cher collègue. L'amendement 278 est présenté par Monsieur le rapporteur au nom de la Commission des lois. C'est un amendement rédactionnel, Monsieur le Président, qui tombera si l'amendement présenté par Monsieur Mézard est adopté. Merci. L'amendement 132 rectifié bis est présenté par Madame Benbassa. Il est défendu. Il est défendu. Le 177 rectifié bis est présenté par Madame Morin-Desailly. Par Monsieur Roche. Tout le monde n'est pas endormi, hein. Bon, si vous en êtes d'accord, cette présentation vaudra pour l'amendement 175 et pour l'amendement 276, puisqu'il s'agit d'un dispositif similaire. Avec cet amendement, nous souhaitons réaffirmer notre opposition formelle à toute disposition qui contribuerait à la concentration des noms sur les 13 premières lettres de l'alphabet. Le dispositif que nous vous proposons serait que l'ordre des noms
soit déterminé par tirage au sort, plutôt que de se référer à l'ordre alphabétique, comme le prévoit actuellement le texte. Je vous remercie de votre attention. D'accord. Merci, chers collègues. Alors, monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission? Merci, Monsieur le Président. La Commission a émis un avis défavorable à l'amendement 254 du groupe communiste, qui en effet revient au système de l'Assemblée. Donc je vous ai exposé tout à l'heure que nous avions trouvé un système plus, je dirais, logique et qui reprend le nom du père dans la très grande majorité des cas. Donc défavorable au 254. Par contre, favorable au 149 rectifié, qui permet de bien préciser les cas et comment les époux pourront faire connaître leur absence d'accord. Par contre, alors, retiré, le mien, je l'ai présenté rédactionnel, il tombera si celui de M. Mézard est adopté. Madame Lipietz, il est défendu. Madame Lipietz, elle, au lieu de prendre le nom, etc., elle dit on va tirer au sort. Bon, la Commission a trouvé que pour le nom de famille, tirer au sort, vraiment, déjà que le système proposé peut prêter à certaines interrogations, dont celle de Patrice Gélard, le tirage au sort, ça me paraît encore pire. Quant à l'amendement qui était présenté par M. Zocchetto, alors c'est dommage que M. Zocchetto ne l'ait pas présenté lui-même, parce que cet amendement concerne véritablement M. Zocchetto, par un Z. On comprend que M. Zocchetto veuille que les Z continuent à exister. Et donc, et voilà, donc contre cet amendement également. Bon. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement? Monsieur le Président, concernant les aides, je n'ai que quelques rares souvenirs des enseignements sur le latin et le grec que j'ai eu au lycée. Mais je me souviens d'un magnifique film de Costa Gavras, et Z signifie « il est vivant ». Et c'est un film absolument splendide que j'ai vu, oui, absolument, oui. J'étais étudiante il y a longtemps, il y a très longtemps. Même avis sur les amendements, tout en entendant les arguments de votre amendement, Madame la sénatrice, parce que je crois qu'il faut rappeler effectivement que l'histoire n'est pas que masculine. Donc ce sont des arguments que j'entends. Je pense qu'il faut qu'on parvienne vraiment à installer ce débat dans la société, à l'approfondir et à faire qu'on se l'approprie de façon à arriver à changer d'une certaine façon, à changer d'époque sur la question du nom. Donc plutôt que de revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale qui avait d'incontestables défauts, mais en insistant sur le fait qu'on ne règle pas le problème définitivement parce qu'il est injuste et d'une certaine façon, pardon à ce que cela peut blesser un peu, mais un peu archaïque de s'accrocher au nom patronymique ainsi déterminé. J'entends les arguments, mais je pense que la rédaction de la Commission des lois est quand même meilleure que celle du texte sorti de l'Assemblée nationale. Pour cette unique raison, le gouvernement émet un avis défavorable. Monsieur le sénateur Requier, par contre, votre amendement introduit des éléments de précision et très, très intéressant aussi pour l'officier d'état civil, qu'il convient de décharger de la responsabilité de conserver l'information sur le désaccord. Donc le fait de mettre un délai et de le concevoir ainsi améliore réellement le texte. Donc le gouvernement émet un avis favorable sur votre amendement. Merci Madame la ministre. Alors nous votons sur le 254. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Il n'est pas adopté. L'amendement 149 rectifié. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. L'amendement est adopté. Le 278 tombe. Le 132 rectifié bis. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent adopter veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. L'amendement n'est pas adopté. Enfin, le 177 rectifié bis. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Attends, vous êtes sûr? Il y a doute alors, il y a doute.
Alors, l'amendement n'est pas adopté. Nous avons 5 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. L'amendement 65 rectifié bis est présenté par Monsieur Gélard. Merci, Monsieur le Président. Si vous voulez bien, je vais présenter le 65 rectifié bis, le 66 rectifié bis et le 67 rectifié bis. Absolument. Alors, l'ensemble de ces amendements concernent naturellement le nom, mais ils sont la conséquence logique de notre position antérieure en ce qui concerne le refus de modifier les règles applicables en matière d'adoption plénière. Comme nous sommes hostiles à cette modification, nous le sommes autant en matière de transmission du nom, et c'est l'objet de l'amendement 65 rectifié bis dans ses alinéas 6 à 13. De même, nous avons un amendement qui complète le précédent, l'amendement 66 rectifié bis, qui fait que comme nous sommes opposés aux modifications des règles applicables en matière d'adoption plénière et que nous le sommes également en matière de transmission de nom, nous avons remplacé les 5 alinéas qui étaient supprimés par nous par 5 autres alinéas qui le remplacent et qui fait que nous précisons bien comment nous entendons transférer le nom de l'adoptant à l'enfant. Enfin, le dernier amendement, le 67 rectifié bis, c'est le problème justement de sauver certains noms, de faire en sorte que le juge puisse intervenir dans l'intérêt de l'enfant et faire en sorte qu'il puisse inverser, le cas échéant, l'ordre dans lequel on avait choisi les noms. Merci. Le 276 a été donc présenté. Le 94 rectifié bis. C'est encore Patrice Gélard. Ah, excusez-moi. Les auteurs de cet amendement, donc moi-même, souhaitent éviter qu'un adoptant seul, dans le cas où il aurait adopté conjointement un enfant, puisse demander seul au tribunal de modifier les prénoms de l'enfant adopté. Nous souhaitons qu'il y ait, dans ces cas-là, les 2 parents qui interviennent. Merci, chers collègues. Pour le 276, il est donc tombé. Je demande à Monsieur le rapporteur l'avis de la Commission. Merci, Monsieur le Président. La Commission a émis un avis défavorable aux 2 premiers amendements de Monsieur Gélard, le 65, oui, rectifié, le 66, puisqu'ils vont, c'est la conséquence logique de l'opposition de Monsieur Gélard à l'adoption par les couples mariés de même sexe. Sur le 67 rectifié bis, qui dit que le juge peut inverser l'ordre dans l'intérêt des enfants, la Commission a émis un avis favorable, mais à titre personnel, je donne un avis défavorable. En effet, ce dispositif n'est pas nécessaire, parce qu'en cas d'adoption conjointe, l'absence de déclaration conjointe des parents est l'exception, puisqu'ils sont tous les 2 partis au jugement d'adoption. Et donc, on peut penser qu'ils ne vont pas être en désaccord à ce moment-là sur la façon dont le nom sera donné à l'enfant. Donc, la Commission a émis un avis favorable. À titre personnel, j'y suis défavorable. L'amendement de M. Zocchetto tombe. L'amendement numéro 2 de M. Gélard, à titre personnel, j'y suis défavorable parce qu'il me paraît superfétatoire. Il est évident que la précision proposée va de soi. Les adoptants sont par définition des gens mariés. Donc, il me paraît inutile de le préciser, mais bon. M. Gélard le souhaite. Avis favorable de la Commission, défavorable du rapporteur. Le 219 a été appelé? Non. Voilà. Madame la Ministre, quel est l'avis du Gouvernement?
Monsieur le Président, un avis défavorable sur tous ces amendements. Le doyen Gélard a le mérite de continuer jusqu'au terme de la discussion de ce texte sur sa prise de position initiale concernant l'ouverture du mariage et de l'adoption. Nous avons aussi le mérite de tirer toutes les conséquences de l'adoption de l'article 1er et par conséquent, tout en saluant cette cohérence et cette constance, nous émettons un avis défavorable. Merci Madame la Ministre. Alors, nous sommes sur le 65 rectifié bis. J'ai une demande d'explication de vote de Monsieur Sido. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, chers collègues, j'ai deux choses à dire. La première, c'est que, au fond, Monsieur le rapporteur dit souvent « je ne suis pas d'accord », sans donner d'explication, d'argumentation. Je trouve ça particulièrement déplorable. Moi, j'ai été souvent rapporteur sur un certain nombre de textes et je m'échinais à expliquer la position de la Commission, ce qui m'amène au deuxième point que je voulais aborder. Et ça ne date pas de cet instant. J'ai remarqué cet après-midi, comme mes collègues d'ailleurs, que vous mélangiez trop souvent votre position à vous par rapport à la position de la Commission. Monsieur le Président, c'est inadmissible que Monsieur le rapporteur s'exprime en fonction de la décision de la Commission, c'est très bien. Maintenant, s'il s'exprime en son nom, il change de place. Mais il ne faut pas mélanger les genres. Et j'ai remarqué, je vais plus loin, qu'il passe plus de temps à expliquer sa position personnelle que la position de la Commission. Ça n'est pas admissible. Merci, chers collègues. Monsieur le Président de la Commission. Monsieur Sido, je souhaite vraiment répondre à votre intervention. Parce que, premièrement, Monsieur Jean-Pierre Michel a rendu compte scrupuleusement pour tous les amendements, de la position de la Commission. Deuxièmement, il est, Monsieur Sido, de tradition constante ici, comme à l'Assemblée nationale, que lorsque le rapporteur n'est pas en accord avec la position majoritaire de la Commission, il peut exprimer sa position personnelle. Cela existe depuis toujours et M. Michel a exercé ce droit avec beaucoup de modération. Ensuite, je pense qu'il faut faire très attention, Monsieur Sido, parce qu'il arrive aussi quelquefois que certains présidents de commission s'expriment à cette tribune en faisant de la première ligne à la dernière un discours qui pourrait être celui du porte-parole de leur groupe. Chacun s'exprime comme il le veut. Nous n'avons pas fait de remarques jusqu'à ce jour à cet égard. Il peut arriver d'ailleurs que lorsque l'on parle en tant que président de commission, on défend quelquefois les choses avec sa personnalité, mais je tiens à dire quand même, parce que chacun peut le constater, qu'il y a une grande honnêteté, intégrité, rigueur dans la manière dont M. Jean-Pierre Michel accomplit sa mission. Monsieur Retailleau, pour explication de vote. Non, simplement un mot, je ne dirai rien vraiment sur le rapporteur, simplement le président de la commission, un président de la commission vient de mettre en cause un autre président d'une autre commission. Mystérieusement d'ailleurs, mystérieusement. Donc tous les présidents de commission ne sont pas là. Non mais tous les présidents de commission ne sont pas là. Donc si vous avez des noms à mettre en cause des présidents de commission, faites-le au moins en leur présence. Ça nous permettra d'une part de voir qui vous visez et ça leur permettra ensuite de pouvoir répondre à vos attaques, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Monsieur Leleu, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je voterai bien entendu contre cet article 2 pour deux raisons. La première, qui est une raison de fond, puisque le projet de loi
est porté par une volonté politique qui nous dit qu'on conquiert une nouvelle liberté pour les couples de même sexe sans rien enlever aux autres. Or, dans cet article, nous changeons complètement le passage de nom, de généalogie, de transmission du nom pour les couples de même sexe, mais également pour tout le monde. Et là, il y a un changement qui peut ne pas satisfaire aujourd'hui l'ensemble des couples de même sexe. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième, ben oui, mais c'est une des raisons. Moi, je n'ai pas forcément envie de modifier cette façon de faire que nous avons depuis des millénaires. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est le fait que désormais, on inverse les choses. Il n'y a plus comme avant la transmission du nom paternel, sauf volonté des deux parents. Aujourd'hui, automatiquement, sauf inversion, c'est le nom doublé du père, enfin des deux parents, que va porter l'enfant. Et il va le porter dans l'ordre alphabétique. Alors je m'interroge, évidemment, s'il n'y a pas accord entre les parents, au bout de combien de générations nous n'aurons plus que des noms de famille qui commencent par A et B? La question est posée. Merci, cher collègue. Je n'ai pas d'autres demandes. Monsieur Delpica. Et Monsieur Cornu. Monsieur Cornu. Non, je n'ai pas pris beaucoup de temps jusqu'à maintenant. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, moi je suis un peu inquiet. Je réside à